euh, j'en étais où? Les débuts aléatoires. Donc j'ai des élèves, au début c'était soit des enseignants, soit des gens qui voyageaient beaucoup, parce que les gens qui voyageaient beaucoup sont habitués à beaucoup s'adapter, donc ils ont une intelligence émotionnelle plus importante. Les gens qui ont suivi les cursus classiques, c'est plus compliqué. Donc tous les gens qui avaient l'esprit plus ouvert, en fait, ils ont retenu des fois un truc, bah tiens, Cyril, il dit un truc qui peut être intéressant, qui peut être sympa, il est sur un truc. Donc au début, je gardais que les élèves, que les élèves particuliers, quoi. Et puis petit à petit, j'ai réussi à plus expliquer. Voilà. Euh, donc je me suis aussi passionné par la pédagogie parce que je me suis aperçu que ce que je faisais pour moi était juste. Et donc j'ai cherché d'autres références qui étaient en accord avec ce que je faisais. Voilà. Donc dans les pays du Nord, beaucoup ils font, il y a l'école ICANN de Gandhi en Inde qui fait une école plus pratique. Donc il met la pratique en avant autant que la théorie. Et dans les pays du Nord, c'est pareil, on met la pratique beaucoup en avant. Donc là je le mets, il y a une école qui s'appelle c'est pas Scoop, c'est School on the Move, l'école en bougeant. Donc on s'aperçoit que quand on est vivant, en fait, quand on met des émotions dans l'apprentissage, en fait, on touche le système limbique qui est la mémoire profonde. Voilà. On s'en sert aussi dans la pub. Dans la pub, quand on vous fait rêver, et ben quand on vous fait rêver, c'est pour toucher le système limbique. Donc c'est pour vous vendre du rêve. Voilà. Mais après, il faut qu'il y ait quelque chose derrière le rêve. Voilà. Bonjour. Alors, ce qui change dans la pédagogie beaucoup, c'est que en fait, on partait du principe avant que il y a 30 ans, en fait, on disait, voilà, on prenait des enfants et on disait, ces enfants, ils sont doués, donc ces enfants vont y arriver, et les autres, ils seront pas doués, ils y arriveront pas. Maintenant, on sait que, en fait, c'est l'inverse. Il y a, j'ai mis une référence, c'est les sœurs Polgar. Vous avez déjà entendu parler des sœurs Polgar, non? C'est les championnes d'échecs, parce que il y a 40 ans, on disait que le cerveau humain masculin était plus fait pour le calcul, et donc c'était normal qu'il y avait que des champions d'échecs masculins, parce que les dames étaient beaucoup moins douées en calcul, et que donc machin. Et donc il y a Monsieur Polgar, qui est un prof de maths, qui lui a dit moi j'estime que tout le monde peut bien apprendre. Donc encore comment dire, passionnés et croyants. Et donc lui il a dit moi je vais faire de mes filles des championnes. Et ils se sont aperçus que les filles elles jouaient avec ils ont fait tomber un jeu d'échecs et elles jouaient avec les pièces d'échecs. Et donc il a commencé donc il avait donc deux filles et donc il a fait un bouquin pour expliquer ça. Et donc c'est passé, il y a une émission qui est passée. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous verrez l'histoire, etc. Et donc bonjour, monsieur, ça va? Installe-toi avec le monsieur. Et donc, ce monsieur, il est parti avec sa femme en disant, je vais former mes filles à être des bonnes joueuses d'échecs. Et donc, sa fille, en 1991, est devenue numéro 1 mondial d'échecs, et sa sœur a été numéro 3 mondial d'échecs. Malgré ça, on continue à dire que c'était une génie, alors que le père, lui, il a écrit un bouquin, il est convaincu que c'est la façon d'apprendre, en fait, qui est plus déterminante et maintenant, c'est ce qu'on pense dans tout. C'est-à-dire qu'on pense que la façon dont on apprend est plus déterminante que le don. Alors qu'avant, on pensait que c'était le don qui était plus déterminant. Voilà. Maintenant, on a complètement inversé les choses et c'est beaucoup plus voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut croire en vous, qu'il faut croire en vous, en vos progrès. Si vous sentez pas quelque chose, il faut essayer autre chose. Voilà, moi jusqu'à 25 ans, j'ai fait des tournois professionnels, j'ai été voir une dizaine de profs, et une dizaine de profs me disaient, Cyril, tu arrives à ton top niveau, t'as pas de don suffisant, tu peux rien faire d'autre. Alors ils m'ont pas forcément dit comme ça, mais je l'ai senti. On le sent quand quelqu'un croit en vous ou pas, vous le sentez. Et puis jusqu'un jour où je suis tombé sur Benoît et il m'a donné des super cours et c'était les cours les plus courts de ma vie, mais les meilleurs cours de ma vie. Et en fait, il m'a fait comprendre pourquoi je progressais pas, etc. Donc l'incompétence de la personne qui vous apprend quelque chose, en fait, souvent c'est elle qui vous limite. Voilà, donc faut trouver les informations autre part. Donc chercher l'information quoi qu'il se passe et essayer des choses, c'est très bien. Il y avait donc dans ce qu'on va faire aujourd'hui, on peut comparer ça à de l'excellence,
C'est-à-dire que pour moi, on a un peu fait une pédagogie de perfection où on a bien enrobé les choses, on a fait du trackman, des choses comme ça. Pour moi, le trackman, par exemple, c'est pour évaluer une trajectoire. Évaluer une trajectoire, ça va être plus valable pour quelqu'un, un joueur professionnel qui va faire une différence de 10 mètres, etc. Chez la majorité des gens, évaluer une trajectoire, c'est très simple. Vous voyez quand la balle fait 50 mètres, vous voyez si elle va à droite, si elle va à gauche. Les trajectoires sont voilà. Donc pour moi, il y a une pédagogie qui est partie vers ce qu'on appelle la perfection, dire aux gens voilà, on va essayer de faire quelque chose de parfait. Et l'excellence, c'est l'inverse, c'est euh, c'est un jusqu'au boutisme de l'imperfection. C'est-à-dire qu'en fait, on part de l'imperfection et on va expérimenter et donc on va avancer. Pour moi, la perfection, c'est un peu, on dit, c'est un monsieur qui dit la perfection est l'œuvre de Dieu, l'excellence est atteignable et la perfection c'est l'œuvre de Dieu. Bon, ça c'est les délires de Cyril, c'est pas grave, je vais essayer de. Il y a plein de références, de partout, donc voilà. Euh, donc Léonard de Vinci, il avait établi tout un cheminement d'excellence avec 5 points d'évolution. En fait, la dernière évolution de l'élève, c'était d'abord l'élève de choisir un maître, et puis il disait bien médiocre l'élève qui n'arrive pas à dépasser le maître. Voilà. Donc il partait du principe qu'il fallait trouver un mentor, et puis arriver à comprendre ce qu'il faisait et à le dépasser. Voilà. Et sa devise préférée, c'était Ostino Rodrigor. Donc la rigueur, alors faut pas que je fasse de faute parce que j'ai un italien. Donc ostinato rigor, donc la rigueur obstinée. Voilà, donc il disait que la plus grande faille chez l'homme, c'était l'impatience. Et donc pour compenser cette impatience, il fallait arriver à aimer ce qu'on fait. Et quand on aimait ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait, on arrive à faire des choses énormes, les fresques qu'il faisait qui étaient énormes, etc. Voilà. Et donc on doit apprendre plutôt à aimer le chemin plutôt qu'aimer le résultat. Nous, dans notre société, c'est vrai qu'on dit tout le temps, on fixe des objectifs d'abord, et puis on dit comment on va atteindre l'objectif. Voilà, mais on oublie de dire aux gens qu'aussi le chemin est très important et qu'à la limite, il peut être plus sympa. Voilà, moi j'étais joueur pro pendant 7 ans. À la fin, j'avais plus confiance parce que je jouais avec des joueurs, comme il n'y avait pas de catégorie, je jouais avec en 1992, j'ai fait l'Open Perrier, je suis tombé devant Fred Couples, derrière Fred Couples à l'Open Perrier, il y avait 50 personnes qui me suivaient, qui ne savaient pas qui j'étais, et à juste raison, parce que j'étais invité comme ça. Et donc j'ai pris une pression énorme, j'ai commencé à forcer, et puis du coup j'étais mal construit, j'estime, dans ma pédagogie ou dans ma fonction. Donc quand on part dans le combat et qu'on n'est pas préparé, ben en fait on se détruit, voilà. On sait maintenant aussi que dans le cerveau, on a vraiment un système profond qui développe un système de survie. C'est-à-dire que quand on ne prend pas en compte nos émotions, on a peur. La peur, en fait, s'intègre dans le plus profond du cerveau. Et après, on développe des hips ou vraiment des peurs vraiment viscérales. Donc je sais que j'ai un collègue pro, par exemple, qui s'appelle François Delamontagne, qui était un gars fantastique, qui jouait fantastique. Et à la fin, il n'arrivait plus à prendre son drive. À chaque fois qu'il prenait un drive, il tremblait parce qu'il avait peur, il était traumatisé, quoi. Moi, j'estime que j'ai vécu un peu la même chose et qu'inconsciemment, c'est peut-être pour ça que j'ai fait cette méthode, le fait d'apprendre à réussir et d'avoir confiance en soi. Voilà. Donc là, tout ce qu'on va faire sur le parcours ce matin, ça va être en lien avec ça. Donc on appelle ça s'entraîner à réussir. C'est-à-dire que par exemple, là pour m'entraîner au putting, j'ai fait des compétitions. Mon but était de mettre 15 balles en fait à un putter du trou et de compter combien de balles je rentrais. Donc souvent j'en suis à 14 balles sur 15. Mais en fait, comme vous habituez vos cerveaux à rentrer les balles dans le trou, en fait vous prenez confiance. Voilà. Donc ça, on sait maintenant, c'est assez connu dans l'entraînement mental. Le collègue avec qui je jouais me le disait. Là, j'ai un collègue qui est passionné de basket et qui m'expliquait qu'un champion de basket, et qui expliquait que pour s'entraîner, il commençait par des petits paniers et que s'il réussissait ses petits paniers, il reculait. S'il ne réussissait pas, il reculait pas. Voilà. Donc le putting, c'est un peu comme ça. L'entraînement, ça devrait être un peu comme ça. Donc s'entraîner à réussir. Donc s'entraîner son cerveau, entraîner son cerveau à être tout le temps dans la réussite. Voilà. On sait aussi maintenant, alors bon, je vous mets un peu c'est de la neuroscience, etc., de tout, mais c'est bon, c'est intéressant. Quand vous vous énervez, la cortisol, on génère ce qu'on appelle de la cortisol,
Donc c'est une hormone qui sert à nous défendre, qui développe de l'énergie. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous vous énervez sur le parcours, vous générez cette hormone, et cette hormone, elle est valable pendant 5 heures. C'est-à-dire que si vous vous énervez, votre partie de golf, elle est foutue. Voilà, si vous vous énervez sur le parcours. Ah, voilà. Donc quand c'est comme ça, maintenant on sait que par la respiration, on sait que dès qu'on sent l'énervement, en fait, le réflexe physiologique, c'est de respirer un peu moins, et en fait, on s'asphyxie, et en fait, on développe du stress. Donc dès que vous sentez que vous vous énervez, en fait, il faut respirer, voilà, poser un peu, mettre un peu de temps, et puis respirer, et vraiment se dire que ce qu'on fait sur le parcours, les difficultés que vous avez sur le parcours, en fait, quelque chose de positif. Voilà. C'est-à-dire que en fait, quand vous avez une difficulté, ça peut vous permettre de revenir. On verra ensemble, il y a 5 zones d'évolution sur le parcours. On appelle ça la zone de survie. Donc, c'est-à-dire que quand il y a un problème sur le parcours, en fait, on fait des choses très très simples pour arriver un peu comme un boxeur à esquiver un peu les mauvais coups, et puis après à repartir dans la partie. Voilà, parce que là, souvent les gens, comme ils n'ont pas appris sur le parcours, en fait, on a appris un geste technique, et si ça va pas, on ne sait pas quoi faire. Voilà. Alors, on a plein de consignes techniques, etc. Mais par contre, il n'y a pas d'échelle de difficulté. Voilà. C'est un peu comme si on était un débutant au ski au haut d'une piste noire, et puis qu'on lui dit, monsieur, décontractez-vous, ça va bien se passer. Bon, vous avez beau vous dire que ça va bien se passer, ça va pas bien se passer. Voilà. Donc sur le parcours, on devrait faire pareil. Donc moi, pour les débutants, j'ai fait des étapes de progression, et pour les joueurs qui jouent déjà, on verra qu'on peut faire la démarche inverse, c'est-à-dire on peut revenir sur des choses plus simples pour se calmer, ne pas développer de cortisol et repartir dans le jeu. Voilà. Donc on appelle ça le mode survie sur le parcours. Donc par exemple, pour les joueurs qui n'ont pas commencé avec moi, pour ceux qui ont commencé avec moi me connaissent, c'est-à-dire qu'en fait, je fais commencer les gens sur des petits mouvements sur le parcours, ouais, petits balanciers, et maintenant les règles internationales ont changé depuis 2 ans. Donc les golfs, souvent les enseignants le savent, les joueurs le savent pas. J'ai expliqué aux joueurs débutants ici. Tous les golfs ont consigne de mettre 2 départs supplémentaires sur le parcours orange et violette, pour dire maintenant il n'y a plus de genre au départ, tous les débutants commencent au boule orange, une fois qu'on est meilleur, on va au boule violette, une fois qu'on est meilleur, on commence au boule rouge, une fois qu'on est meilleur, on commence au boule bleu, quel que soit le genre, sexe masculin ou féminin. Donc ça veut dire on va apprendre du green au départ plutôt que du départ au green. Alors que là, comme on a enseigné aux gens en practice des grands mouvements, on a appris du départ au green, on a appris d'abord des grands mouvements. Alors que là, sur le parcours, on va faire l'inverse, on va dire aux gens, allez sur le parcours, commencez par les petites cibles. Alors mentalement, c'est très important aussi, parce que ça veut dire qu'on apprend à se détacher de la cible. La cible, elle est loin, mais peu importe, ce qui compte, c'est ce qu'on fait nous. Voilà. Donc on fait des petits mouvements, ça va pas, on fait ce qui est bien pour nous, on détermine sa distance qui est bien pour nous. Donc ils font des petits mouvements de balancier, 1-1. Donc ils commencent par les tout petits mouvements de balancier. Donc je commence avec eux, je fais un petit coup de putter, par exemple, je fais un petit coup de putter de 2 mètres. Donc ils font 2 mètres. Après, quand ils se sentent bien, on augmente le balancier. Après, on commence à dire horizontal, comme ça, un mouvement comme ça. Alors au début, on met pas le pied. Puis s'il y arrive bien, après, on met le pied. Après, on donne un fer neuf. Parce que si je donne le fer neuf tout de suite, il me pose tout de suite la question pourquoi la balle se lève pas. Parce que le français, il trouve que réussir c'est normal et que rater c'est pas bien. Donc il faut expliquer que c'est l'inverse. Quand on commence, on rate forcément. Puis après, on réussit de plus en plus. Donc je lui donne le putter au début, comme ça il ne me demande pas pourquoi la balle se lève pas. Il n'a pas l'objectif de lever la balle. Il a juste l'objectif de la faire rouler et donc de faire le balancier. Une fois que le balancier est bon, je lui donne un fer neuf. Et aussi, ce qui est nouveau, c'est que on va aussi donner un objectif de distance aux gens. Donc un fer neuf, par exemple, en 1, un fer neuf en 1, ce qu'on appelle un 1, ça fait 50 mètres. Un fer neuf, un mouvement 1-1 au 100 mètres, ça fait 30 mètres. Donc il y a des distances précises donc pour les dames, c'est 10 mètres de moins. C'est des distances précises à atteindre. Donc le but n'est pas de taper le plus fort possible, il est de faire un bon mouvement avec un bon club à une certaine distance. Donc ça change complètement les objectifs, c'est-à-dire que l'objectif est d'avoir un objectif atteignable pour soi, plutôt qu'un objectif maximum. Voilà, mais là, ça peut être la même chose, c'est-à-dire que en comparant avec un pro, sur le même mouvement, ça va faire la même distance. Voilà. Mais l'objectif est beaucoup plus simple à atteindre, puisque c'est un petit mouvement. Voilà.
C'est ce qu'on fait faire aux enfants inconsciemment, c'est-à-dire que quand on met les enfants sur le parcours et qu'on leur fait faire des petits mouvements alors que le trou est très long, ils apprennent à détacher de la cible. Donc quand on met quelqu'un sur le parcours et on lui apprend à faire des petits coups sur le parcours, il apprend à désacraliser la longueur, à comprendre quels sont ses objectifs, et donc du coup être moins dans l'émotion. On a fait des joueurs qui sont complètement dans l'émotion, parce qu'ils sont complètement en combat contre le parcours inconsciemment, en combat contre les autres, et même en combat contre eux-mêmes, souvent. Alors qu'en fait, il faut apprendre à faire l'inverse, à jouer avec soi-même, à jouer avec les autres et à jouer avec le parcours. Donc on n'a pas de pression à avoir, mais tout ça c'est de la théorie, après il faut le mettre en pratique. Mais en pratique, on devrait former des joueurs qui sont plus dans l'amusement, dans la conscience de l'émotion et donc dans la construction, plutôt que dans le défi, dans le fait de vouloir le regard par rapport à l'autre, le parcours, etc. Donc ça vous permet de prendre plus de plaisir, ça vous permettra, j'espère cette journée, de prendre plus de plaisir et de mieux comprendre les autres. Bonjour, de mieux comprendre les choses. Alors l'exercice qu'on va faire ce matin, vous n'avez pas besoin de sortir votre matériel. Si vous avez sorti votre matériel, vous pouvez le sortir. Mais donc l'exercice que je vous propose ce matin, c'est de faire un parcours, donc en coopération d'entraînement. Donc ça aussi, on a oublié de dire que sur le parcours de golf, on compte nos points, mais on peut aussi s'entraîner, et on peut aussi s'entraîner ensemble. Donc en fait, par exemple, si vous êtes des parties de 2 ou 3, et que vous faites les mêmes choses, vous avez les mêmes objectifs, et que vous les comparez, et ben en fait, on peut les comparer de façon bienveillante. C'est-à-dire de dire, tiens, toi tu as fait telle chose, moi j'ai fait telle chose, pourquoi est-ce que toi tu as fait telle chose, pourquoi est-ce que moi j'ai fait une distance, j'ai fait 20 mètres de plus ce coup-là, pourquoi est-ce que le coup d'avant j'avais fait 20 mètres de moins. Alors toujours une comparaison de la distance qui est très importante qu'on n'a pas expliqué, et sur le parcours vous allez le voir, c'est-à-dire que dans l'exercice vous verrez sûrement une différence de distance de 20 mètres entre le début de l'exercice et la fin du parcours. Voilà, ça veut dire que vous êtes capable de faire des bien meilleurs swings que vous pensez. Mais encore faut-il s'entraîner comme il faut. Donc le truc c'est de s'entraîner qu'avec un club, on va jouer qu'avec un fer neuf, tout le parcours. Donc en vous mettant tous les trois au même endroit, donc souvent au début du fairway, donc vous jouez en même temps, vous comparez les coups, vous allez prendre conscience de vos émotions parce que vous allez voir qu'en fonction de ce qui se passe, si vous n'avez pas confiance en vous, donc c'est vraiment une confiance interne, vous allez le sentir. Après, ça peut se voir de l'extérieur, mais par exemple au début, si vous n'êtes pas confiant, vous allez avoir du mal. Si vous n'êtes pas échauffé, vous allez avoir du mal. Vous pouvez aussi commencer par les petits mouvements pour vous échauffer. Par exemple, sur le trou numéro 1, je conseille souvent aux gens de faire 2 coups plutôt qu'un coup. Voilà, parce que les gens essaient d'arriver en un coup sur le green, et pour la majorité des amateurs, en fait, comme les gens essaient d'aller sur le green, ils vont soit dans l'eau, soit hors limite, soit ils ont un problème. Donc ça aussi, le parcours, ça permet d'avoir une conscience objective, c'est-à-dire en fait d'évaluer ce qui se passe, pas ce qu'on pense faire, parce que souvent le cerveau en fait il retient ce qui fonctionne. Donc il suffit que vous réussissiez un jour un birdie sur ce coup-là, puis vous dites bon allez, je vais essayer de refaire le birdie, je vais jouer comme ça. Mais en fait ce qu'il faut c'est évaluer ce qui se passe. Donc par exemple le jouer 10 fois et dire sur les 10 fois qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Voilà. C'est pas ce que vous pensez, c'est ce qui va se passer réellement. Et souvent il y a un gros décalage. Donc quand j'ai des gens, quand j'ai des nouvelles personnes en cours sur le parcours, les 2 premiers mots que j'entends, c'est normalement et d'habitude. Oui, mais normalement, monsieur, je joue bien. D'habitude, ça fonctionne. Alors, quand il y a des élèves avec moi en cours, on rigole, parce que on rigole doucement, bien sûr, faut pas se moquer, mais donc, entre ce qu'on pense faire et ce qui fonctionne tout le temps, voilà. Aussi, pardon, hein, on peut prendre le putter, on peut prendre le sandwich aussi. Voilà, ceux qui ont leur matériel, vous pouvez prendre le matériel. Mais c'est vrai que quand il fait froid, par exemple, c'est un bon entraînement parce que si vous entraînez l'hiver, j'avais vu des gens faire ça, vous prenez un ou 2 clubs et vous pouvez marcher très vite ou même trottiner sur le parcours. Voilà. Donc du coup, quand il fait froid, c'est très intéressant. Et puis aussi quand c'est la boue, etc., c'est très intéressant de faire ça l'hiver. C'est pour ça que souvent dans les formules de jeu, les Anglais nous ont fait des formules de jeu comme ça en jouant avec 1, 2, 3 clubs, mais les Français souvent pas compris à quoi ça servait. Et ça sert à ça en fait. C'est un exercice de conscience de performance. Alors souvent, la majorité des gens se disent ah, j'ai joué avec mon fer 7, j'ai joué avec 3 clubs aujourd'hui, j'étais aussi performant que d'habitude, mais ils n'ont pas l'idée de se réentraîner de la même façon. Voilà. J'attends qu'il parle un peu.
Donc on s'entraîne à trois, donc à faire le même geste. Donc vous allez prendre conscience des émotions, c'est-à-dire que quand il va y avoir un obstacle, quand il va y avoir un drapeau, etc., vous allez sentir que souvent vous êtes perturbé dans votre geste, et que quand vous n'aurez pas d'objectif, que vous allez être détendu, etc., vous allez vous relâcher, et donc vous allez faire des balles très longues. Donc ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le cerveau fonctionne à l'inverse de ce qu'on pense. C'est-à-dire que quand on n'a pas d'objectif et qu'on est relâché, en fait quand on est relâché dans sa tête, on est relâché dans le corps. Et quand on est tendu dans son esprit, parce qu'on veut arriver à quelque chose, et ben en fait, on sait maintenant que ça donne des ordres aussi au cerveau de performance, et donc ça donne un double ordre, en fait un ordre inconscient, un ordre conscient. Du coup, ça crie, ça contracte le muscle. Donc vous allez prendre conscience de ça, c'est très important, parce que donc vous allez vous dire, alors le bon réflexe mental qu'on a tendance à avoir, c'est de dire, tiens, il y a un obstacle là, il faut que je réussisse le coup. Donc quand on se dit ça inconsciemment, on se met un objectif de résultat et on n'est pas d'objectif de moyens. Alors qu'en fait, le cheminement mental qu'il faudrait avoir, c'est de dire je peux rater mon coup. Par contre, ce qui compte, c'est que je fasse ce qu'il faut au niveau des sensations, au niveau du geste. Donc, par exemple, me dire voilà, je me suis entraîné par exemple à l'entraînement à avoir un geste où je suis relâché puis je finis mon geste tranquillement. Donc, je me suis entraîné à ça à l'entraînement. À l'entraînement, j'ai vu que quand il y avait un obstacle d'eau, j'arrivais avec l'obstacle d'eau, en fait, en pensant à ça, passer par-dessus l'obstacle d'eau. Et donc, après, en compétition, je vais refaire la même chose. C'est pour ça que vous voyez les pros sur le circuit, souvent, qu'on les finish, quand on les voit finir comme ça tranquillement ou comme ça en relâchement, etc. en compétition. En fait, c'est un entraînement énorme d'arriver à être relâché avec en faisant une performance, en faisant les meilleures performances et rester relâché. C'est un entraînement au relâchement et à la confiance. Voilà. Souvent qu'on n'explique pas aux amateurs. Quand on s'entraîne comme ça, aussi, ce qui va se passer, on appelle ça s'entraîner dans sa zone de confort. Quand vous vous entraînez comme ça, vous allez vous relâcher et en fait, vous allez faire des progrès techniques. Donc des progrès techniques dans le relâchement, dans la coordination, parce qu'en fait, le réflexe qu'on renforce, c'est plus jouer avec les bras et les mains, alors que là, vous allez plus jouer avec le corps. Donc maintenant, c'est ce qu'on appelle des fondements biomécaniques. C'est-à-dire qu'avant, l'enseignement, les bases de l'enseignement, c'est le grip, la posture, etc., la position, puis on ne savait pas trop expliquer le mouvement. Maintenant, on va être plus sur le mouvement que sur les détails, parce qu'on va s'apercevoir que ce mouvement, si vous faites globalement le mouvement, ça fonctionne beaucoup mieux que si vous pensez à des positions. À votre avis, quelles sont les priorités techniques sur le parcours? Alors ça aussi, sur le parcours, comme il y a beaucoup d'éléments, on va être obligé de tout classifier. En fait, j'appelle ça l'organisation mentale. C'est-à-dire que plutôt que de penser à tout, on va être obligé en fait d'établir une chronologie dans tout ce qui se passe. Donc par exemple, dans on va dire les consignes techniques sur le parcours, à votre avis, qu'est-ce qui va être le plus important pour vous à respecter? Pour faire les bons coups de fer neuf, pour avoir une bonne longueur, une bonne direction et une bonne régularité. Pardon? Le rythme? Pas mal. Quoi d'autre? Le rythme? Pas mal. Quoi d'autre? L'orientation? Ok. Le relâchement? Ok. Valérie? Alors, le, le bon exercice, c'est en fait ce que vous allez faire quand on répète le mouvement pendant 9 trous, comme ça avec le fer neuf. En fait, on est moins dans les émotions. Et donc, on appelle ce qu'on appelle la conscience. Dans l'apprentissage, en fait, dans les arts martiaux poussés, on aurait dû faire l'ordre d'apprentissage des qualités, c'est précision, régularité, vitesse, puissance. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait puissance, vitesse, régularité, précision. Donc, ce qui fait que les joueurs ne seront jamais réguliers, en fait, parce qu'on n'a pas enseigné dans le bon sens. En fait, quand on dit donc précision, régularité, la régularité, en fait, comme on cherche à être régulier sur le parcours, c'est beaucoup plus important que ce que vous avez appris, les gens qui n'ont pas appris les cours avec moi. En fait, on va donner des notions de régularité, mais on est passé à côté. Et donc, la régularité appelle la sensation, appelle la conscience. Donc, la conscience, c'est quoi? C'est une conscience c'est ressentir ce qu'on fait,
de façon très précise. C'est comme si on se voyait en fait un peu jouer de l'extérieur. On dit qu'une porte indispensable à la conscience, c'est de jouer les yeux fermés. Donc ça aussi, vous pouvez vous entraîner à jouer les yeux fermés. Je le fais souvent à mes élèves. On verra si je vois que vous vous énervez un peu sur le parcours, vous me ferez faire. Je fais écouter un petit truc sur le parcours, voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au début, on est perméable à tous les éléments extérieurs, et plus on progresse, plus on doit se recentrer sur soi. Et donc, on doit se recentrer sur ses sensations. Donc, ces sensations, quand on a les yeux fermés, c'est quoi? Et ben, en fait, on fait attention à ce qu'on ressent, et donc à ce qu'on exécute. Voilà. Et donc, ce que vous exécutez, vous devez sentir votre swing, comme ça, sur le parcours, et sentir qu'il y a des swings où vous allez vous crisper, vous arrêter, par exemple, et puis il y a des swings où vous allez sentir que le swing, il est beau, il est complet. Voilà. Souvent, ce qui se passe aussi, c'est que comme les gens forcent sur le parcours, donc ça, ce sont les priorités techniques, on joue avec les bras, et donc du coup, on bloque le geste. Donc soit souvent, on se retrouve comme ça, soit on se retrouve comme ça. Donc ça, c'est les priorités techniques biomécaniques pour tous. On aurait dû dire aux gens, mettez-vous sur le parcours, apprenez à faire des swings plutôt que des choses très compliquées, parce que le relâchement et le swing, le fait de traverser la balle comme ça, de pas jouer avec le haut du corps et de lancer les bras, et bien en fait, c'est ce qui fait qu'on va avoir de la distance. Alors comme on a appris aux gens à taper fort, ben, qu'est-ce que font les gens? Les gens tapent, et tous les golfeurs qu'on a fait, en fait, ils sont en rétraction, et donc en crispation pour envoyer la balle loin. Et en fait, c'est tout le contraire. Donc on aurait dû les focaliser d'abord sur les objectifs plus simples, de dire voilà, la priorité, au lieu d'avoir des choses très compliquées et tout, un swing de golf, c'est pas si compliqué, c'est swing en français, hein, c'est balancé. Donc c'est balancé, donc c'est je balance mes bras par ici, voilà, je cherche pas à aller trop loin, je suis confortable, et puis je finis le geste, voilà, et déjà je cherche à traverser ici, allonger les bras, et allonger les bras ici à plus finir. D'accord? Donc ça, vous verrez que dès que vous allez faire des coups un peu plus longs, vous allez sentir le relâchement de la coordination et mieux finir le geste. Et puis dès qu'il va y avoir un obstacle ou quelque chose, ben vous verrez que votre fin de geste, elle sera bâclée. Donc comme vous êtes trois, comme vous entraînez à trois, et ben vous pouvez le voir chez l'autre. Parce qu'on voit mieux chez l'autre ce qui se passe. Donc vous pouvez vous entraîner à souligner ça, à regarder ça. Hein, donc à comparer les longueurs sur les coups, et vous verrez qu'il y a des coups qui vont aller plus loin, et vous allez sentir que le geste. Donc avant de dire aux gens, servez-vous du bas du corps et tout, pour la majorité des amateurs, c'est éviter de vous servir du haut du corps. Donc pas ça et ça. Donc c'est juste je balance ici, je balance là, je traverse. Voilà, ce que t'as fait toi quand tu t'es entraîné, quand tu m'as écouté, Hélène, je l'ai en cours et donc là ça fait 3-4 mois qu'elle le fait et donc du coup elle fait des balles plus longues, meilleures, etc. Pareil, si vous tapez dans le sol, si vous tapez trop dans le sol, c'est que le mouvement il est comme ça. Donc le but c'est de choper juste la balle, d'attraper juste la balle, c'est juste d'en balancier, et puis on finit le geste. Donc ça, ce sont des priorités techniques globales. Donc vous pouvez mettre en application là sur le parcours. Ça veut dire que si vous arrivez par exemple avec un fer neuf à faire pour les messieurs, on va dire 80 mètres, et qu'à la fin du parcours vous faites 100 mètres, et ben ça veut dire que vous avez fait des progrès dans ce sens. Hein, alors moi je l'ai fait, je me suis amusé à le faire il y a combien de temps qu'on a pris un cours ensemble à Ablège, c'était combien de temps? Il y a 5 ans, il y a 6 ans? Ouais. Moins que ça? Ah non, c'était pas Covid. Ah ouais, non, ça avait. Donc j'ai fait un parcours avec Patrick. Alors je sais pas, mais moi je me souviens que j'avais joué avec toi. Je me souviens que j'avais joué avec lui. Et en fait, je sortais 2 ans où j'avais tapé que des fers. Parce que tu l'enseignes aux élèves, donc faut le faire. Donc pendant 2 ans avant d'être en cours avec lui, j'avais commencé avec des fer neufs sur le parcours. Tous les cours, j'étais tous les jours sur le parcours. Je faisais fer neuf au départ. Puis quand ça marchait bien, je passais au fer 7. Quand j'estimais que mon fer neuf était bon, je passais au fer 7. Et j'ai fait faire ça à un jeune, que j'ai eu à 7 ans, que tu connais peut-être Edouard, dont toi tu le connais. Edouard, toi aussi tu le connais, vous le verrez. Et c'est le premier élève qui m'a dépassé dans le jeu, il m'a mis la pâtée la dernière fois qu'il a joué avec moi. Donc il a commencé à 7 ans avec moi, et jusqu'à 16 ans, en fait, je l'avais une dizaine de fois par an sur le parcours, et je lui ai dit non, ton geste c'est pas bon, tu rates des balles et tout, donc continue avec ton fer neuf. Donc il a tapé pendant 7 ans que des fer neufs, pendant, ouais, de 7 à 16 ans, ça fait 6, 7, 8, 9 ans que des fer neufs. Et à 16 ans, je lui ai dit, là, ton swing est bon, maintenant tu peux passer à autre chose. On avait mesuré son fer neuf, il faisait 160 mètres au fer neuf. Donc quand j'ai joué avec lui la dernière fois, il faisait 230 mètres avec son fer 4 au départ, quelques drives machin. Donc moi je ramais derrière. Donc quand j'ai joué avec Patrick, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai fait que des fers.
Et donc, avec mon fer 7, moi, je fais 140 mètres, et avec mon fer 9, je fais 120 mètres. Et à la fin de l'année, en faisant 2 ans comme ça, j'ai mesuré mon fer 9 à 160 mètres et mon fer 7 à 180 mètres. Donc, j'étais tout content. Je me dis, ça y est, je joue comme Victor Dubuisson. Et j'avais Patrick en cours. Donc, je joue avec Patrick, et je joue moins 3. Le meilleur score que j'ai jamais fait là-bas, parce que j'ai pris beaucoup de longueur. Et en fait, j'ai rejoué normalement, mais je redétruis tout ce que j'avais appris. Voilà. Donc j'ai joué 2-3 parties fantastiques, puis j'ai redétruit tout ce que j'avais appris. Donc maintenant, après, il faut essayer de faire, en fait, c'est un sport assez philosophique, c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours un juste milieu. Il y avait un élève comme ça, je suis un extrémiste du juste. Donc en fait, on a toujours tendance à exagérer dans un sens, dans ce jeu, ou dans l'autre. Et donc il faut essayer de revenir au milieu. Donc tout ça pour vous dire que c'est un exercice fantastique, que vous pouvez prendre de la longueur dans les coups, la régularité et tout. Après cet après-midi, on verra que en fait ça va vous servir à déterminer ce qui est le plus vraiment efficace pour vous. Parce que si vous êtes un débutant, en fait le fait de jouer tout le temps le même club et le fait de ne pas rater de coups, en fait va être plus efficace que d'essayer de faire des longs coups et de les rater. Donc en fait, on aurait dû dire aux gens, en fait, ayez un objectif de performance minimum plutôt qu'un objectif de performance maximum. Donc ayez un objectif de performance minimum que vous mesurez. Donc par exemple, vous entraînez à être régulier votre fer 9 ou votre fer 7, vous entraînez à plus rater de coups, enlever toutes les erreurs. Et après, on va ajouter la longueur par-dessus. C'est-à-dire qu'après, on va se dire, ben voilà, comme maintenant je suis régulier, ben, je vais chercher à mettre des plus longs clubs. Mais il faut que l'ajout de longs clubs soit positif et qui vous rapporte des points, non pas qui vous coûte des points. Et ça, c'est très important parce que mentalement, ça veut dire qu'après, on va construire la confiance. Il y a plein de bases mentales après qui vont se coller, on verra ça cet après-midi. Donc là, vous entraînez ensemble en partie de 3, 2, 3, 4, on va voir sur le nombre. Donc je passerai vous voir dans les parties. Donc jouer au même endroit. Vous pouvez jouer en même temps que vous regardez jouer. Mais le fait de jouer au même endroit, en fait, ça fait que vous pouvez mettre les 3 balles en même temps à chaque fois. Donc on fait un scramble, on prend à chaque fois la meilleure des balles. Vous comparez à chaque fois les coups, mais de façon bienveillante, de dire bah tiens là, pourquoi est-ce que ma balle est-ce que tu as vu, est-ce que je me suis plus relâché, est-ce que j'ai plus fini mon geste. Alors aussi, il y a aussi un truc très bien que vous pouvez commencer au début pour vous échauffer, c'est éviter de mettre un gant. Alors s'il fait froid, vous mettez des gants bien sûr, mais le gant permet de moins serrer le club. Vous verrez que quand vous êtes crispé, on commence à serrer le club et donc les tensions montent dans les bras et donc c'est ce qui fait que ça vous paralyse sur le parcours. Et vous verrez que quand vous jouez bien, vous verrez que vous êtes plus détendu dans les mains, dans les bras et le machin, et là vous allez plus swinguer, et du coup vous allez transmettre l'énergie du corps dans la balle, le poids du corps dans la balle, et donc vous allez plus loin. Donc c'est pour ça que c'est un peu sur le parcours, vous verrez que c'est les mouvements où vous êtes les plus relâchés, les plus coordonnés, qui vont aller plus loin. Donc en fait c'est de la technique, et c'est une technique qui est plus fine. Voilà, et ça revient au trackman, parce que là vous avez des vraies balles, vous êtes sur le parcours, avec du vrai gazon, etc. Et donc 5 mètres de différence ou 10 mètres de différence sur un coup, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose dans le mouvement. Et Dieu sait que vous allez avoir des différences de balles énormes, bien évidemment, au début. Voilà. Moi, si vous me voyez jouer, vous allez dire tiens, Cyril, il fait toujours les mêmes coups, alors que moi, comme je me suis entraîné à avoir une sensation, je vais sentir une différence énorme entre les coups, alors que vous allez avoir une différence énorme entre vos coups, mais vous n'allez rien sentir au début. Et le but, c'est de vous entraîner à comprendre et affiner vos sensations. Et après, on arrive à ressentir de toutes petites choses. Des questions par rapport à tout ça? Non. Donc la longueur, la direction. Donc votre premier objectif, c'est d'enlever les problèmes de contact. Donc les problèmes de contact, ça veut dire qu'on évite de bouger dans ce sens-là, on évite de bouger dans ce sensla. On a un mouvement déjà de balancier. Voilà. Si vous avez un problème, vous pouvez revenir sur le petit balancier. Donc ça veut dire que pas de problème de contact, c'est-à-dire que votre geste est grossièrement bon, vous ne baladez pas trop par là, vous ne baladez pas trop par là, vous avez un plan de swing qui n'est pas trop mal, parce que si vous faites ça, vous allez taper avant, si vous faites ça, vous allez taper après, vous allez faire des divots. C'est pour ça aussi que de s'entraîner senti sur le parcours et sur du vrai gazon, c'est très important, parce que sur un tapis, si vous tapez un petit peu avant, la balle part, puis vous dites la balle est bonne. Puis en fait, vous avez tapé dans le tapis, la balle n'est pas bonne. Sur le parcours, vous allez tout de suite voir, si vous faites une gratte, en plus le sol, on a droit voilà. Le sol est bien boueux, alors bien sûr vous pouvez placer vos balles, mais le sol est bien tendre, donc le moindre écart se voit sur le parcours. En plus vous avez des vraies balles, pareil des vraies balles par rapport à les balles de practice,
il y a à peu près 10 mètres de différence de longueur. Donc on est beaucoup plus précis que des vraies balles. Vous avez les télémètres laser, il y en a parmi vous qui ont des télémètres laser, des montres ou des montres. Ouais. Montre. Alors vous pouvez mesurer avec la montre les coups, vous pouvez mesurer au pas, vous pouvez vous aider à mesurer tous les trois, à mesurer vos coups. Et le but est d'essayer de mesurer le moins bon coup, le meilleur coup, votre coup moyen. Il faut faire 9. Hein, et d'essayer de mesurer l'écart entre le début et la fin du parcours et de mesurer, de ressentir si vous avez senti des émotions et si vous avez été perturbé par des obstacles ou par la cible. Des fois, juste le fait d'atteindre le drapeau peut aussi le perturber. Bien sûr, sur les trous qui sont trop difficiles, il y a le trou numéro 4 où il y a un départ jaune, où on passe par-dessus un obstacle qui doit faire 150 mètres. Donc avancez-vous, hein, vous jouez qu'avec un fer neuf, donc le but c'est de vous mettre dans des endroits où vous pouvez jouer avec le fer neuf. Hein. Et donc sans émotion, on fait des coups faciles avec vos coups fer neuf sur le parcours, et vous faites des coups faciles, le but c'est de s'entraîner sur le parcours. Est-ce que j'ai oublié Alors vous pouvez partir soit dans le rough, près du départ, soit du début du fairway, partir à un endroit où vous pouvez partir tous les trois en même temps. Voilà. Pas forcément du. Et plutôt du fairway, parce que si vous avez un endroit qui est sympa dans le rough, bon, vous pouvez. Mais le but c'est pas de jouer dans l'herbe haute, patauger. Il n'y a pas d'orange et de violet là? Ils ont mis des oranges, mais elles ne sont pas tellement visibles, parce que comme ils ont mis les jeunes, c'est pas encore visible. Donc partez plutôt du début du fairway, ou le rough par exemple, le par 3, souvent le trou numéro 2, il y a les boules de départ qui sont un peu en haut, on part en bas dans le rough, parce que le rough est assez voilà. Vous pouvez vous amuser, non, vous ne pouvez pas compter votre score parce qu'on joue en scramble. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Des questions par rapport à tout ça? Est-ce que vous avez des interrogations par rapport à tout ce que je vous ai dit? Beaucoup. Beaucoup? Vas-y, je t'en prie. Non, c'est bon. Question personnelle. Non, mais là, si je comprends bien, tu veux nous faire des fers d'œuf en régularité, mais j'ai pas très bien compris depuis le départ ou à distance. Deux coups de fer neuf sur le fairway ou pas? J'ai pas tout suivi. C'est-à-dire là, sur le 1 par exemple, c'est un par 3. Tu veux le faire un coup de fer neuf direct sur le green à distance, où on part et on fait autant de coups de fer neuf pour arriver sur le green? J'ai pas trop suivi. En fait, vous partez donc chacun votre départ si vous n'avez pas le choix. Par exemple, si vous n'avez pas d'endroit où vous pouvez partir tous les trois ensemble, vous pouvez partir chacun du départ, mais vous essayez de partir. Parce que tu fais simultanément. Alors soit simultanément, soit chacun votre tour, ouais. Et de façon rapide, plutôt que de jouer chacun du départ. D'accord. Et sur le trou numéro 1, j'ai dit que en fait, c'était mieux pour la majorité des gens de faire de petits coups. Donc, par exemple, en fait, tu veux qu'on fasse un coup de fer neuf qui nous permettrait éventuellement d'atteindre la cible? Là, non. Sur ce coup-là, il est particulier. Ouais. Parce que alors, toi, si vous le sentez, si vous sentez que vous êtes capable d'aller sur le green. Non, c'est juste pour comprendre ce qu'on a à faire sur le. Ouais. C'est de jouer en zone de confort. On appelle ça une zone d'entraînement, c'est en dessous de la zone de confort. C'est vraiment jouer vraiment sans aucune émotion. Donc vraiment jouer vraiment facile. Donc pour ceux qui, peut-être toi, tu peux peut-être te sentir capable d'aller sur le green directement. Non, mais... Et sinon, ça va être deux coups. On va jouer un petit coup de fer neuf du 1 à 50 mètres, en plus ça descend sur le 1. Et puis après on aura une petite approche pour le green. Okay. Voilà, et après effectivement, sur les autres coups, on va jouer des fer neufs et on va enchaîner 3, 4, 5 coups de fer neuf pour aller sur le green. Voilà. Mais c'est vrai que sur le 2 par exemple, qui est un long par 5, si vous faites 5 coups de fer neuf, pour aller sur le green, et ben pour la majorité des amateurs, c'est ce qu'on établira cet après-midi, mais ça peut être, vous pouvez vous rendre compte que c'est pour la majorité des gens qui n'ont pas beaucoup d'entraînement et tout, c'est plus rentable souvent de faire 5 coups de fer neuf que d'essayer de jouer le drive. Et si c'est mouillé, on va dans le rough, etc. Les gens perdent des balles, les gens sur une moyenne, par exemple, pour un débutant, c'est beaucoup plus efficace que de jouer qu'un fer neuf et de s'entraîner avec un fer neuf, plutôt que de jouer des longs. Parce qu'avec un fer neuf, en fait, c'est beaucoup plus facile de trouver ses marques
de trouver un swing avec un club plutôt que de se servir des 14 clubs. Donc ça, c'est du bon sens sur le parcours. C'est en enseignant beaucoup sur le parcours, on l'explique jamais. Mais en fait, les débutants devraient commencer avec un club, et plus ils progressent, plus ils devraient ajouter des clubs. Et cet après-midi, on va essayer de faire un compromis entre ce que vous avez fait ce matin et votre jeu habituel pour trouver, pour établir une zone de confort pour vous et une zone de performance. C'est-à-dire qu'est-ce qui va être plus performant pour vous en fonction de votre niveau et en fonction de ce qui se passe sur le parcours. Des questions, d'autres questions? Non, faut qu'on y aille. Bah moi, C'est bon, hein, regardez, tempo, Ouais. On a envie un peu d'y aller là. tempo, j'ai mis du 30.